Ces derniers mois, j'ai traversé un tunnel. Et dans cet épisode de podcast, j'ai envie de t'emmener à l'intérieur de ce tunnel. Pas pour que t'aies pitié de moi, non. Mais parce que j'ai envie que tu vois ce qui se passe à l'intérieur, que tu comprennes un peu les coulisses, que tu comprennes ce qui s'est joué ces derniers mois. Et surtout pour illustrer ce que c'est que de vivre en cohérence avec son système nerveux. Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Bon tu l'auras remarqué, ça fait 2 mois que j'ai rien posté ici. 2 mois de silence. Un silence que j'ai pas choisi au départ, mais qui s'est finalement révélé nécessaire. Et c'est avec beaucoup de joie que je reviens dans cet espace aujourd'hui. Une joie teintée d'authenticité, parce que j'ai une vraie envie de partager avec toi ce que j'ai traversé ces derniers mois. Loin des paillettes et loin d'Instagram, on va parler vrai, on va parler authentique, et surtout on va parler de comment je me soutiens au quotidien avec le système nerveux. L'idée, c'est pas de te donner une leçon ou encore de te montrer que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, mais parce que je crois que c'est important de documenter, de poser sur papier ou ici du coup à travers le micro, ce qu'on traverse pour pouvoir s'en détacher. Parce que quand on écrit, quand on parle, on crée une certaine distance. C'est plus nous, c'est un état. Et cette distance, elle est précieuse pour pas se faire embarquer par l'état. Et puis parce que j'ai aussi envie de te montrer que le chemin de la régulation du système nerveux, le fameux dont je te parle depuis le début de mon podcast En Présence, c'est pas une vie parfaite. C'est pas non plus l'absence de tempête. C'est l'art de traverser la tempête avec de la grâce et de la fluidité. Et j'ai décidé d'appeler cet épisode de retour le passage. Et j'ai pas choisi ce mot-là par hasard. Dans le dictionnaire, un passage, c'est d'abord l'action de passer, de franchir une limite. Et je pense que j'ai franchi une limite avant de me retrouver dans ce tunnel. Mais ça, on va y revenir. Un passage, c'est aussi quelque chose de temporaire. Un moment plus ou moins long. Une brève parenthèse de notre vie. Et ce que j'ai traversé, c'était bien présent, oui, mais c'était pas définitif. Et ça, dans les moments les plus sombres, c'est précieux de se le rappeler. Rien n'est permanent. Tout passe. Tout finit par passer. Et enfin, un passage, c'est le fait de passer d'un lieu à un autre, d'une réalité à une autre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Et puis j'aime bien aussi découper les mots. Passage, pour moi, si on le découpe, ça donne pas, sage. Et parce que cette période, justement, elle m'a appris à être un peu plus rebelle. Elle m'a appris à ne plus être lisse, à être texturée, à apporter de la nuance dans l'expérience, à traverser des états très différents, à accueillir des émotions très fortes. Et puis à l'intérieur de moi, j'ai toujours quand même cette petite fille sage. Celle qui veut pas faire de vagues, celle qui veut pas déranger, et donc celle qui minimise tout le temps ce qu'elle est en train de vivre. Parce que really, il y a des choses plus graves dans la vie. Alors oui, c'est certain, mais ce que j'ai vécu, ça mérite d'être considéré pour ce que ça a été. Un passage à vide et un deuil identitaire profond. Couplé à un état d'effondrement, disons les termes. Donc je pense que c'est important de prendre un temps pour être honnête avec soi-même, pour nommer ce qui est vécu et cesser de minimiser. Parce que ce que tu ressens, parce que ce que j'ai ressenti, c'était légitime et ça méritait qu'on y accorde de l'importance. Ces 2 dernières années, elles ont été très intenses pour moi. Parce qu'il y a eu l'installation professionnelle, l'acquisition du cabinet, les formations, les séances en one-to-one avec vous, les ateliers que j'ai pu animer en groupe et les différents projets. Et dans cette course folle de l'entrepreneuriat, à un moment, je me suis perdue. Mais je pensais que ce rythme, il était normal. Tu sais, on dit souvent les 3 premières années de l'entrepreneuriat, c'est 3 années où vraiment tu dois te donner à fond, tu récoltes peu. Tu sais, on entend souvent dire justement les 3 premières années, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concessions, c'est peu de récolte. Donc c'est une pression relativement constante, mais couplée aussi à la peur de voir que tout ça s'arrête au bout de 3 ans. Parce que au bout de 3 ans, dans la réalité française, il y a d'autres charges qui rentrent en compte et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas la barre des 3 ans. Ça plonge l'entrepreneur dans un état de survie et dans un état de peur que tu n'oses imaginer. Si t'es à ton compte, tu sais de quoi je parle.
Sauf que globalement, quand t'es à ton compte, la réalité c'est qu'il faut quand même vivre. Donc j'ai dit oui à des projets qui me faisaient pas forcément vibrer. Je me suis adaptée, pliée en 15 pour chacun. Je me suis dédoublée. J'ai mis une énergie colossale dans chaque séance. La préparation, l'animation, le compte-rendu, c'est un travail titanesque. Malheureusement, on n'en voit qu'une infime partie. La séance d'1 heure facturée X euros. Et c'est tout sauf la réalité d'un métier de thérapeute qui s'investit sincèrement pour les personnes qui l'accompagnent. Pour ceux qui connaissent un peu la théorie polyvagale, pendant ces 2 années, j'ai oscillé en permanence entre un état sympathique et un état dorsal. L'état sympathique, c'est vraiment l'état de mobilisation d'énergie. On gère beaucoup de choses, un peu comme une cocotte minute. C'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie et puis il y a très peu d'espace pour la décharger, cette énergie. Et puis l'état dorsal, c'est l'effondrement. C'est au contraire, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jus. Et donc ça, c'est problématique. Parce qu'on a été trop loin dans le process. Alors d'un côté, il y a le mode faire, faire, faire. Tension dans la mâchoire, maux de tête, sommeil perturbé, brouillard mental. Et de l'autre, il y a les effondrements du soir. Rentrer à 21h, s'allonger sur le canapé et être incapable d'aller se doucher. Parce que oui, ça a été le cas. Je me revois dire à mon conjoint, mais je suis tellement fatiguée que j'ai même pas l'énergie d'aller me doucher en fait. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me foutre sous la couette et dormir. Donc ces 2 années d'entrepreneuriat, ça a été de la dysrégulation en bouteille. Je dis pas que j'étais pleinement régulée avant, mais en tout cas, l'entrepreneuriat a majoré la dérégulation de mon système nerveux. Et si tu m'écoutes et que toi aussi t'es à ton compte, sache que je te vois, sache que je sais par quoi tu passes, ce que tu traverses. Et je sais ô combien l'entrepreneuriat, ça peut être de l'insécurité, de la survie en permanence. Et ça, c'est la réalité qu'on nous montre très peu sur Instagram. Instagram, c'est paillettes et pacotille, mais sauf que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans un état de surmenage, à la limite du burn-out, et qui ont un système nerveux qui crie au secours. Et en parallèle de cette dysrégulation, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans mon travail. Je me sentais étriquée dans mes étiquettes de naturopathe et de réflexologue. Je me sentais réduite à une infime partie de qui je suis vraiment. Ça a été quoi l'électrochoc? Ça a été des photos. Je suis retombée sur des photos de moi qui dataient d'il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vu une Mathilde rayonnante, une Mathilde plutôt ancrée. On sent à travers la photo que ça pétille, que c'est joyeux, que c'est léger. On sent à travers la photo que c'est une Mathilde pleine de vie. Et puis je me suis comparée aujourd'hui. J'ai retrouvé aussi des photos du début de l'entrepreneuriat et des photos datant d'il y a quelques mois. Et j'ai réalisé que les 2 ans d'entrepreneuriat m'avaient transformée en l'ombre de moi-même. J'étais en survie permanente. Je vivais plus ma vie. J'essayais tant bien que mal de survivre. Et ça, pour moi, ça pose un vrai problème d'alignement. Parce que j'accompagne des femmes à vivre une vie plus apaisée, plus alignée. Et plus les mois passaient, plus moi je m'éloignais chaque mois un peu plus de cet alignement et de cet apaisement. Alors merci l'entrepreneuriat, on n'est pas préparé à ça, mais on doit quand même faire avec. Et puis pour ceux qui connaissent un peu plus mon activité, vous savez que à la fois j'ai une activité donc en cabinet, mais j'ai aussi une partie de mon activité qui est dédiée à doTERRA. J'en reparlerai dans un prochain épisode parce que ça vaut bien un épisode entier. Il y a eu ensuite, après toute cette période d'électrochoc, de photos retrouvées et de ce sentiment de désalignement, il y a eu une restructuration chez doTERRA. Une restructuration qui a été comme une pause imposée dans cette activité, qui m'avait apporté une vraie bouffée d'air frais. Parce que quand ça n'allait pas au cabinet, je trouvais beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans l'activité de doTERRA. Mais bon, avec cette restructuration qui s'est avérée positive à la fin, mais qui était nécessaire, à un moment donné, j'ai dû faire pause dans cette activité. Et là, c'est comme si je me retrouvais en pleine mer, sans bouée, au milieu de la tempête. Parce que doTERRA, à un moment donné, ça a été ma bouée de secours, quand justement au cabinet, je sentais bien que j'étais plus alignée. Et pour la première fois depuis que j'ai vaincu l'anorexie, j'avais plus rien pour m'empêcher de me connecter au vide. Et le vide, pour quelqu'un qui a toujours fui l'inconfort par le travail, par les projets, par les formations, le vide, c'est quelque chose de très activant pour le système nerveux. Clairement, pour moi, le vide, c'était égal danger de mort. Ce qui explique pourquoi j'ai toujours fait plein de choses du matin au soir, du lundi au dimanche. Sans vraiment prendre le temps et sans vraiment réussir à me poser et à profiter de l'instant. Et d'un point de vue thérapeutique, on sait que ça, ce rythme effréné et cette difficulté à se poser, c'est une stratégie de survie, une stratégie d'adaptation d'un système nerveux qui essaye de se protéger. Ça met sous cloche des parts blessées qu'on ne veut pas aller rencontrer, donc des émotions qui sont beaucoup trop intenses pour que j'aille m'y connecter.
Sauf que là, avec cette pause de restructuration d'Otera, ces parts-là, elles sont toutes arrivées en même temps. Autant vous dire que l'état sympathique dorsal, plus toutes les parts de moi qui venaient de se révéler peu à peu au fur et à mesure des jours, ça faisait beaucoup à gérer. Et là, vraiment, j'ai eu la sensation de perdre pied. Physiquement, émotionnellement, nerveusement et mentalement. Et ce tunnel, il a coïncidé avec plusieurs lectures symboliques que j'aime beaucoup. D'abord, la première lecture, c'est la numérologie. En 2025, on était sur une année 9. Année de bilan, année de clôture. Et en 2026, on est sur une année 1. Celle du renouveau, du réalignement, du fait de semer de nouvelles graines et de prendre enfin sa place. Et en médecine chinoise, l'hiver, c'est le temps de la mort, le retour à soi pour mieux renaître au printemps. Alors clairement, cet hiver, tout était en stand-by. À l'image de la neige qui est tombée début janvier, qui a tout figé, moi j'étais comme ça. J'ai passé plusieurs mois à l'état d'une neige figée. Et à l'intérieur, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un vrai deuil identitaire. Le deuil de certaines étiquettes, de certaines relations, de certaines façons d'être, et d'une identité qui ne me correspondait plus. Et ça faisait déjà un moment que je le sentais au fond de moi. Mais pareil, je me suis efforcée de faire plein de choses pour pas trop ressentir l'inconfort de me dire ok, là, ça me correspond pas, c'est pas une activité qui m'épanouit, en tout cas pas totalement. Et donc d'aller me connecter à ça, c'était trop douloureux. Donc il valait mieux que je parte tête baissée dans de nouveaux projets, dans de nouveaux ateliers, c'était plus facile pour moi. Tu sais, c'est cette espèce de fuite en avant où tu sais qu'à un moment donné, de toute façon, tu vas te prendre le mur, tu sais pas quand, mais tu pars tête baissée. Donc il y a d'abord eu un temps de réalisation, avec son lot de larmes, son lot de j'y arriverai jamais, je sais pas vraiment ce pourquoi je suis faite. Et puis il y a eu une deuxième phase, celle de devoir digérer ce deuil, pour enfin dévoiler cette nouvelle identité. Bon, pas beaucoup plus simple, parce que la preuve en est, j'ai l'idée de ce podcast et j'ai les grandes lignes de ce que j'ai envie de vous partager. Ça fait plus d'1 mois que c'est dans mon ordinateur. Et aujourd'hui, je prends enfin mon courage à deux mains pour prendre mon micro et vous partager tout ça. Donc il m'a fallu du temps. Et donc ce tunnel, ce passage, ça a été le moment de sortir, voire même ressortir certains outils. Parce que marcher avec grâce au milieu du chaos, ça veut pas dire ne rien faire et attendre que ça passe. Spoiler alerte, ça ne marche pas ça, d'attendre que ça passe. Le risque, c'est au contraire de glisser encore plus dans cet état dorsal et de pas toucher du doigt la régulation. Donc, il a fallu que je me soutienne. Il a fallu que je me soutienne comme je vous soutiens vous en séance depuis 2 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai ressorti? Vers quoi je suis allée? Premièrement, je suis retournée vers mon corps et les pratiques somatiques. Je suis revenue vraiment au corps. Avec des pratiques somatiques pour faire circuler les activations, pour soutenir les zones de tension, pour permettre aux émotions de traverser mon corps plutôt que de stagner. Remettre le corps au centre, soutenir le somatique et accueillir la vie qui circule en moi. Ça a été la première grande étape. Et cette étape-là, elle est venue me reconnecter à tout ce que j'avais mis en place et tout ce par quoi j'étais soutenue au moment où j'étais accompagnée pour l'anorexie. Parce que dans mon parcours de guérison avec l'anorexie, le somatique, il a pris une place indispensable, voire même centrale. Tout a tourné autour de ça, pendant 8 ans. Puis sortie de l'anorexie, j'ai tranquillement laissé le corps de côté pour retourner dans le mental. Passer du contrôle du poids au contrôle de mes connaissances, donc beaucoup de formation, beaucoup de travail. Et j'en ai oublié le corps au passage. Donc je suis revenue à ça en premier. Ça a été la première chose à laquelle j'ai reconnecté. Et puis bien sûr, les huiles essentielles. J'ai ressorti mes protocoles, ceux que je propose aux personnes que j'accompagne pour burn-out et dépression. Et j'ai déjà tous ces produits précieux à la maison. Alors pourquoi m'en priver? Donc j'ai ressorti mes huiles. J'ai pris soin de les utiliser tous les jours. De faire appel à elles dès que j'en avais le besoin. Dès que j'étais en hypo ou en hyperactivation. J'allais chercher les bonnes huiles au bon moment pour soutenir le besoin de mon corps. Pour moi, les huiles essentielles, c'est un vrai outil thérapeutique. À la fois physique, mais à la fois aussi émotionnel et nerveux. J'en profite d'ailleurs pour te dire que j'animerai 2 ateliers sur le sujet du surmenage de l'anxiété et du stress au mois d'avril. Donc là, on est en 2026 à l'heure où je vous parle. Le premier atelier, ce sera le samedi 18 avril 2026 à mon cabinet.
donc du coup en Vendée, et le lundi 20 avril en ligne via Zoom. Tu retrouveras toutes les informations en description de cet épisode et tu retrouveras également les liens pour pouvoir t'inscrire. Parenthèse fermée. Le troisième élément vers lequel je suis retournée, c'est l'alimentation. L'alimentation parce que j'avais plus d'espace pour cuisiner à nouveau. Et cuisiner pour moi c'est presque méditatif. J'ai toujours adoré ça. J'adore préparer des bons petits plats. J'adore aussi me mettre les pieds sous la table quand j'ai cuisiné des repas qui sont simples, sains et savoureux. Et ça me reconnecte au plaisir et à l'appétit. Et parce qu'on le sait, la régulation du système nerveux, ça demande certaines conditions. Et parmi elles, avoir une alimentation nourrissante, c'est une condition de la régulation. Donc je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Et surtout, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir. Donc dans les journées où tout semblait lourd, où j'avais goût à rien, où j'avais envie de rien, où j'avais qu'une hâte, c'était qu'on soit 19h30, 20h pour pouvoir me mettre dans le canapé sous le plaid, et le fait de cuisiner, ça m'a permis justement d'avoir ces parenthèses de plaisir. Le plaisir de faire de la cuisine et le plaisir de manger. Le quatrième outil vers lequel je suis retournée, c'est l'écriture. Tous les jours, j'écrivais. J'écrivais ce qui me traversait, ce que je ressentais, ce que je voulais laisser partir, les peurs qui étaient présentes, les émotions aussi qui étaient là. Ce journal de bord, ça a été vraiment une encre précieuse. Des pages et des pages d'écriture. Parfois avec du sens, d'autres fois avec le simple besoin de déballer tout ce qui me pesait sur le cœur. Et c'est intéressant de repasser par l'écriture pour libérer. Parce que le fait de coucher sur papier, ça n'a plus l'espace dans le corps. Et ça permet là aussi de prendre de la distance avec ce qu'on est en train de vivre. Le cinquième outil vers lequel je suis retournée et vers lequel j'ai prêté une attention particulière, c'est mon sommeil. Je suis revenue à une routine du soir consciente, à une exposition au soleil le matin. Souvent, quand on a des troubles du sommeil et quand on est dans un état comme ça de burn-out et de surmenage, on a des troubles du sommeil. On a du mal à s'endormir malgré qu'on soit épuisé. La nuit, parfois, on se réveille autour de 2-3 heures du matin. Et ça se régule notamment par une exposition au soleil le matin. Ça se régule aussi par différents micronutriments, notamment la vitamine D. Ça se régule aussi par l'apport d'acides aminés qui sont essentiels à la fabrication de notre mélatonine, donc cette hormone du sommeil. Et tout ça, ça se passe à la fois dans l'assiette et ça se passe tout au long de la journée. Donc j'ai vraiment mis un point de focus sur le sommeil et j'ai vraiment vu la différence. Parce que le sommeil, c'est pas un luxe, c'est vraiment un pilier fondamental de notre santé mentale. Et enfin, dernier point et pas des moindres, il y a eu le retour au lien. Redécouvrir la sécurité d'une présence, la sécurité d'une personne, d'un accompagnement. Pour moi, les relations, elles ont toujours été challengeantes. Challengeantes parce que je me suis jamais sentie à ma place, je me suis toujours sentie trop ou pas assez. J'avais du mal à trouver ma place en société et c'est encore le cas à certains moments. Mais là, j'ai vraiment expérimenté à quel point le lien, il était guérisseur. Parce qu'un système nerveux en survie, il ne peut pas se réguler seul. Il a besoin de co-régulation. Donc, il a besoin d'être en connexion avec des gens. Alors, j'ai continué, voire repris certains suivis thérapeutiques. J'en ai ajouté de nouveaux, parce que je sentais bien qu'à certains endroits, il y avait besoin d'être soutenu. J'ai vraiment créé une équipe autour de moi, une équipe avec différents outils pour venir me soutenir à différents endroits. Et ça, c'est précieux. Et ça, c'est un rappel aussi pour toutes les personnes là qui m'écoutent. Ne pensez pas qu'il y a un seul ou une seule thérapeute qui peut vous accompagner. On a besoin d'avoir une équipe autour de nous. Une équipe avec différentes modalités, avec différents outils. Parce que l'union fait la force, vraiment. Et puis, à travers le lien, j'ai aussi osé demander de l'aide. Vraiment. Osé dire que ça n'allait pas. Ce qui a été un grand pas pour moi. Les personnes les plus proches autour de moi, elles étaient bien évidemment au courant que ça n'allait pas. Mais entre être au courant et oser demander de l'aide, il y a une subtilité quand même. Donc savoir parfois passer un coup de téléphone en disant écoute, là je vais pas bien, est-ce que je peux venir te voir ou est-ce que tu peux venir me voir? Ou là demain soir je vais être toute seule, est-ce qu'on peut se faire quelque chose? Je me sens pas d'être toute seule. Et je chéris les personnes qui m'apportent ce lien guérisseur. Celles qui écoutent, qui accueillent et qui soutiennent sans juger, apportant avec elles la sécurité et la contenance dont j'avais besoin. Parce que dans ces moments-là, on a besoin d'être contenu, on a besoin d'être mis en sécurité. Et puis autour du nouvel an chinois, donc on va dire à la mi-février, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était en train de changer.
Et là encore, c'est pas un hasard, hein. Autour du Nouvel An chinois, ce qui veut aussi dire autour du printemps, de l'arrivée du printemps dans le calendrier chinois, à ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui était en train de changer. Et là, l'énergie de survie, elle a laissé place à une énergie douce de retour à la vie. Comme la sève qui remonte dans les arbres au moment du printemps. J'ai senti la créativité qui revenait, l'envie qui revenait aussi, l'énergie être un peu plus présente, la clarté prendre sa place à défaut du brouillard que j'avais depuis quelques mois. Et c'était agréable de sentir des sensations plus légères et plus douces. Alors depuis la mi-février, je suis dans ce passage, cette renaissance douce, cette renaissance subtile. Je pense que j'ai pas encore totalement terminé de passer cette renaissance, mais je sens en tout cas que j'ai traversé le plus inconfortable du deuil identitaire. Et donc maintenant, c'est une nouvelle réalité qui s'ouvre à moi. Et la question c'est, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Quel impact j'ai envie d'avoir dans le monde? Quelle mission j'ai envie de porter? Et pour l'instant, j'ai pas encore de réponse à ces questions. Par contre, je me sens beaucoup plus solide à l'intérieur de moi. Là où avant, ces questions-là que je pouvais me poser il y a encore 2 mois, 3 mois, c'était des questions qui me submergeaient, qui me faisaient directement aller dans le dorsal. Ça m'écrasait tellement c'était lourd. Là, juste de me les poser, je sens que, oh, ok, je peux me poser ces questions et puis je me fais pas embarquer, je me fais pas submerger par la question. Donc ça, c'est preuve que je retrouve quand même de la capacité nerveuse. Et note à toi-même, si tu t'aperçois que tu n'es plus submergé par certaines émotions ou certaines situations, c'est que tu gagnes peu à peu en capacité nerveuse et que ton système nerveux est un peu plus régulé qu'hier. Alors ce passage, il a renforcé certaines convictions, il en a aussi ébranlé d'autres, et il en a ébranlé beaucoup d'autres. Ça a fait du ménage, hein. Et aujourd'hui, je retrouve un peu plus cet alignement qui me semble essentiel pour vivre une vie épanouissante, vie personnelle et vie professionnelle. Et je retrouve le sentiment d'avoir le choix, de ne plus être enfermée dans des étiquettes qui ne me correspondent plus. Donc il y a des choses qui bougent, qui sont pas encore visibles ni sur le podcast, ni sur les réseaux, ni nulle part ailleurs. Mais il y a des choses qui bougent et j'attends de vraiment trouver cet ancrage, trouver cette encre de ce que j'ai envie de vous proposer pour vous dévoiler un peu tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Mathilde que vous avez connue pendant les 2 premières années d'entrepreneuriat, c'est pas la Mathilde que vous allez connaître en 2026. Et parce que je crois profondément que, en tant qu'être humain, on est fait pour évoluer. Et que donc nos entreprises sont aussi faites pour évoluer au fur et à mesure de notre évolution. Donc pour toutes ces raisons-là, je sais que l'entreprise, elle va bouger. Je sais qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Et c'est ok, je me sens complètement à l'aise avec ça. Là où avant, l'idée de me défaire de certaines étiquettes, ça me paniquait totalement parce que j'avais l'impression de n'exister qu'à travers cette étiquette. Aujourd'hui, c'est complètement ok. Donc voilà, step by step. C'était un passage nécessaire. Je suis en pleine renaissance, à l'image de cette nature qui est en train de renaître. Et vous en saurez plus très bientôt, c'est sûr. Mais voilà, je me devais de vous donner un petit peu les coulisses, le pourquoi du comment de mon silence depuis 2 mois et de vous illustrer un petit peu c'est quoi le travail du système nerveux, comment on se soutient dans un passage à vide et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour soutenir notre système nerveux. Donc voilà, je vous ai donné déjà plusieurs outils, puis bien évidemment dans les prochains épisodes, on ira un peu plus loin dans chacun de ces outils. Alors si tu traverses une période d'inconfort, de deuil, de surmenage ou de désalignement, si tu as la sensation de vivre une vie qui n'est pas la tienne, sache que tu n'es pas seul. Je veux que cet épisode pour toi il soit un signe d'espoir, parce qu'autre chose est possible, vraiment. Et mon passage de cet hiver me fait me rendre compte que tout passe, rien n'est permanent, tout passe. Et autre chose est possible. Alors on marche ensemble sur ce chemin de la régulation, et si cet épisode a résonné pour toi, n'hésite pas à me le dire, par mail ou par message Instagram, je serais ravie de te lire et de pouvoir échanger avec toi. Et puis si tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un de ton entourage à lui redonner espoir qu'il existera des jours meilleurs, alors partage-lui l'épisode. Parce que toi aussi tu peux nourrir le soutien dont cette personne a besoin. Et parfois c'est juste envoyer un épisode de podcast en guise de clin d'œil. Donc je te souhaite de prendre soin de toi.
Je reviendrai prochainement dans cet espace, je sais pas quand et j'ai pas envie de vous donner de deadline. Franchement là j'ai envie de lâcher toute forme de rigidité. Je reviendrai quand j'aurai des choses à vous raconter, quand ce sera pertinent de revenir ici. Donc s'il faut qu'il y ait 1 mois ou 2 de pause d'ici le prochain épisode, c'est ok. On apprend à avancer avec ça et à fluctuer avec ça. Donc d'ici là, prends soin de toi et surtout reste en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.